Ça a commencé par un SMS de ma mère 2 semaines avant Pâques. Quelque chose de générique du genre, j'espère que tu vas bien. Fais-nous savoir si tu descends pour Pâques cette année. Pas de chaleur, pas de véritable curiosité. Juste une obligation. J'ai failli l'ignorer. Presque. Mais pour une raison quelconque, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes cette fois-ci. Peut-être qu'ils avaient un peu grandi. Peut-être qu'ils avaient enfin appris à traiter les gens avec respect, même leur propre fils. Alors, j'ai dit oui. J'ai réservé le vol, dégagé mon emploi du temps, et j'ai même décidé de leur faire une surprise utile. J'envoyais de petites sommes d'argent depuis 1 an. Rien de fou, mais ils avaient laissé entendre plus d'une fois qu'ils avaient du retard sur leur hypothèque. Alors, j'ai réorganisé un peu d'argent et je me suis préparé à couvrir ce qui était nécessaire, 12 300 $. Ce n'était pas de la menue monnaie pour moi. Mais je me suis dit, c'est la famille, et la famille s'entraide, non? Je ne leur ai pas dit que j'arrivais tôt. J'ai atterri le vendredi saint et j'ai pris un taxi directement jusqu'à la maison. Ma mère a ouvert la porte. La première chose qu'elle a dite a été, « Oh, tu ne m'as pas dit que tu venais aujourd'hui. » Puis elle a esquissé un sourire et a ajouté, « Bon, entre, je suppose. » Comme si j'étais un voisin qui s'était présenté à la mauvaise porte, mais qu'elle ne voulait pas être impolie. À l'intérieur, l'endroit était bondé. Mon père avait rassemblé certains de ses cousins et certains de ses amis de la famille bizarre qui s'accrochent toujours au repas de fête comme si on leur devait une place à table. Je suis allé dire bonjour. Personne n'a vraiment bougé. Mon père m'a regardé, puis a regardé de nouveau la personne à qui il parlait. Puis, clairement, devant tout le monde, il a dit, « Ne vous mettez pas en travers du chemin d'une vraie famille qui passe du temps ensemble. » Ça m'a frappé de plein fouet. Personne n'a rien dit, pas même une toux. Juste le silence, comme si tout le monde était d'accord, mais personne ne voulait le dire à voix haute. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je suis retourné dans la cuisine où ma mère faisait semblant d'être occupée avec les amuse-gueules. Je l'ai regardé et j'ai dit, « D'accord, mais n'attends pas que je te donne 12 300 $ pour payer l'hypothèque. » Elle a vraiment ri, comme si je venais de faire une blague de papa ringarde. Je suis sorti sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel et j'ai tout annulé. Le paiement hypothécaire disparut. Les avances sur ces factures. J'ai appelé chaque entreprise et je les ai annulées une par une. Même la livraison d'épicerie que j'avais prévue pour samedi matin. J'ai tout annulé. C'était froid. C'était bon. Le dimanche de Pâques est arrivé. Je suis resté à mon hôtel. J'ai regardé un film, pris un repas au service d'étage, ignoré toutes les notifications du groupe de discussion où ils publiaient des photos du dîner de famille. Personne n'a mentionné que je n'étais pas là. Pas même une seule fois. Puis, 6 jours plus tard, à la date d'échéance, j'ai entendu frapper à la porte. C'était eux. Mes parents. Pas d'appel téléphonique, pas de message, juste debout là, dans l'hôtel, comme si de rien n'était. Mon père avait l'air épuisé. Ma mère avait cette gaieté désespérée que les gens arborent quand ils savent qu'ils ont merdé mais ne veulent pas encore l'admettre. Il m'a demandé si j'avais envoyé l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte. Pas rapidement, pas bruyamment. Juste fermé. Je suis resté là pendant une seconde, à respirer. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de vacances. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de toutes ces années de manque de respect, de se comporter comme si je leur devais quelque chose juste parce que j'avais réussi, comme si ma réussite était la leur et qu'ils pouvaient en profiter, mais que ma présence ne valait pas la place qu'elle prenait. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. Ce n'était qu'une allumette. Le feu n'avait même pas encore commencé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 6 appels manqués de ma mère et 4 de mon père. Le dernier message vocal était celui qui m'est resté en tête. Mon père, essayant d'avoir l'air calme mais clairement nerveux, a dit « Nous sommes dans une situation un peu délicate, Luc. Nous devons parler. Ne sois pas immature. » Immature. Je l'ai écouté 3 fois juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Après avoir été humilié devant ses amis, après avoir proposé de l'aider, après avoir été ridiculisé, maintenant c'était moi qui étais immature. Je n'ai pas réagi. Je me suis habillé, je suis descendu prendre mon petit déjeuner et j'ai essayé de savourer mon café sans penser à eux.
Ça a presque marché jusqu'à ce que mon téléphone vibre de nouveau. Cette fois-ci, c'était un cousin, Jason. Nous n'avions pas été si proches en grandissant, mais nous étions restés en contact de temps en temps. Hey, mec. Je prends juste de tes nouvelles. L'oncle Bill dit que tu as fait fortune juste avant que la banque appelle. Tout va bien? C'est là que ça m'a frappé. Ils n'étaient pas seulement dans le pétrin. Ils étaient dans de gros problèmes. Je savais qu'ils avaient sauté des paiements pendant des mois, mais ils avaient dû dire à tout le monde que j'étais là pour les couvrir. Et quand l'argent n'est pas arrivé, le récit a changé. J'étais maintenant le méchant. J'étais la raison pour laquelle la maison était en danger. Cet après-midi-là, mon téléphone a explosé de SMS de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Certains étaient polis, d'autres non. Ma tante Hélène a même envoyé un verset de la Bible suivi de « Ce n'est pas ainsi que se comportent les bons fils ». J'ai éteint mon téléphone. Puis, 2 jours plus tard, la réception de l'hôtel m'a appelé à 23 heures. Un trouble sur le parking. J'ai regardé par la fenêtre et ils étaient là, mes parents, près de ma voiture. J'étais au 3e étage, et de là où j'étais, j'ai vu mon père prendre un pied de biche et s'en prendre à mon rétroviseur. Je n'ai même pas changé de vêtements. J'ai juste pris ma carte d'accès et je suis descendu. Au moment où je suis arrivé, il avait déjà fissuré le pare-brise. Ma mère pleurait, sans l'arrêter, juste en regardant. Je n'ai pas dit un mot. J'ai passé devant elle et je suis entré dans le hall. Les flics sont arrivés 8 minutes plus tard. J'ai fait une déposition, je leur ai donné les noms de mes parents, je leur ai montré les images de la caméra de la réception, puis je me suis tenu à la fenêtre pendant qu'ils étaient menottés et discrètement conduits à l'arrière de la voiture de police. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas mal non plus. Juste neutre, comme si j'étais enfin hors du coup. Les regardant de loin, ils ont été libérés 2 heures plus tard. Jason m'a envoyé un SMS à 3 heures du matin, « Mec, t'as fait arrêter tes parents. Tu es sérieux ?» J'ai répondu, plus sérieux que jamais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Jason s'est présenté à l'hôtel le lendemain. Non pas pour les défendre, mais pour me demander ce qui s'était réellement passé. Et quand je lui ai tout raconté, y compris l'argent de l'hypothèque, les factures annulées, le pied de biche, il est resté assis là en silence pendant longtemps. Puis il a dit, tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire foutre. C'est là que le changement a commencé. Un par un, les proches ont recommencé à me contacter, mais cette fois, c'était différent. Ils ne blâmaient pas. Ils s'excusaient. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois que mes parents se faisaient passer pour des victimes. C'était juste la première fois que quelqu'un les démasquait. Jason n'a pas seulement écouté. Il est passé à l'action. Il a appelé sa sœur, qui a appelé son père, et en moins de 24 heures, la moitié de la famille connaissait la véritable histoire. Des gens qui me faisaient culpabiliser 3 jours plus tôt m'envoyaient maintenant de longs SMS remplis de culpabilité. Même ma tante Hélène a essayé de changer de cap, disant qu'elle n'en avait aucune idée et qu'elle essayait juste d'encourager la prière, mais ça n'a pas suffi. J'en avais fini des excuses. Je voulais du changement. Je voulais des conséquences. Je voulais qu'ils ressentent quelque chose d'approchant de ce que j'avais ressenti debout sur ce porche pendant que mon père m'humiliait devant des inconnus. Alors, je suis rentré à l'intérieur, pas pour parler, pas pour pardonner, mais pour officialiser les choses. Ils ne savaient pas que j'étais inscrit comme copropriétaire sur l'acte de propriété. Quand ils ont eu du retard il y a des années, ils m'ont supplié de co-signer le refinancement. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin d'un coup de pouce temporaire et qu'ils s'occuperaient de tout le reste. J'étais stupide à l'époque. Je pensais que j'aidais, mais ça m'a donné quelque chose de précieux, un levier. Je suis allé au bureau du greffier du comté et j'ai rempli les papiers. J'ai entamé le processus pour leur enlever le droit de vivre dans la maison. Avec la preuve des dommages matériels, des dettes impayées et mon nom sur les papiers, ce n'était pas difficile. Le greffier m'a regardé et m'a dit, il faudra environ 1 semaine pour que tout soit traité. Une fois que c'est fait, vous pouvez les faire expulser légalement. Je l'ai remercié et je suis parti. Sans hésitation. 3 nuits plus tard, la porte a été défoncée. Je dormais à l'hôtel quand j'ai reçu un appel d'un voisin qui habitait en face de chez mes parents. Il a dit qu'il avait entendu quelque chose s'écraser vers minuit. J'y suis allé tout de suite et j'ai su exactement qui c'était avant même de me garer.
La porte du sous-sol était ouverte. La serrure brisée. Ils avaient cambriolé la maison que j'allais reprendre, essayant de la récupérer avant qu'elle ne disparaisse. Je suis entré dans le salon et ils étaient là, mon père dans un état d'ébriété, faisant les 100 pas. Ma mère pleurait encore. Des boîtes partout comme s'ils essayaient de déménager avant que je ne les pousse dehors. Il a levé les yeux vers moi et a crié, « Tu crois que c'est ta maison? Tu n'es qu'un gamin qui a gagné de l'argent. Tu nous dois tout. » C'était ça. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé la police de nouveau. Quand ils sont arrivés, il a essayé de mentir, a dit qu'il avait tous les droits d'être là, que j'étais dramatique, mais maintenant j'avais les papiers. L'agent a examiné tout, puis il l'a regardé et a dit, « Monsieur, vous devez quitter les lieux. » Il a fallu 2 voitures de patrouille supplémentaires pour le faire monter à l'arrière. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise sur le trottoir, tremblant. Le matin, l'histoire était partout dans la famille. Jason a publié un long discours sur Facebook, taguant chaque parent et exposant tous les mensonges qu'ils avaient jamais racontés. Des captures d'écran de SMS, des enregistrements vocaux, même un ancien email dans lequel mon père me demandait de l'argent pour acheter une moto après avoir dit à tout le monde qu'il en avait besoin pour des soins dentaires. La section des commentaires est devenue une zone de guerre. Les proches ont rapidement pris parti. Certains m'ont bloqué. D'autres ont offert de m'aider à nettoyer la maison, mais il était trop tard pour nettoyer. Ce n'était plus un nettoyage de printemps. C'était la guerre. Je n'avais pas l'intention de dormir cette nuit-là. Pas après que le serrurier ait fini de changer toutes les serrures de la propriété. Chaque porte, chaque fenêtre, même la boîte aux lettres a reçu une nouvelle clé. Je ne faisais confiance à rien de ce qu'il pouvait toucher. Je me suis assis sur le parquet avec une lanterne de camping à côté de moi, et la maison était silencieuse comme une tombe, sauf pour le craquement occasionnel qui me tendait à chaque fois. Ce n'était plus une maison. C'était une zone de guerre. 2 jours après le cambriolage, j'ai emménagé officiellement. Juste moi, un lit de camp et un sac de sport. Pas de meubles, pas de confort. Je n'étais pas là pour vivre. J'étais là pour tenir bon. Puis vint l'après-midi de jeudi. J'ai entendu un camion arriver, bruyant. Suspension rouillée, moteur toussant comme s'il était maintenu ensemble avec du ruban adhésif et de l'obstination. J'ai regardé à travers les stores et ils étaient là, mes parents, de retour comme si c'était juste une autre journée au bureau. Ma mère avait les bras croisés et parlait avec la tête penchée comme si elle essayait encore d'avoir l'air d'une victime. Mon père se tenait à côté d'un type que j'ai reconnu tout de suite. Benny. Benny était l'un de ces restes de la ville, le genre de type qui a atteint son apogée au lycée et n'est jamais parti, dérivant entre des emplois de mécanicien à temps partiel et des prêteurs sur gage louche. Il traînait avec mon père quand j'étais enfant, généralement quand quelque chose d'illégal était sur le point de se produire. Benny avait un pied de biche. Je n'ai pas bougé. J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Ils n'ont pas essayé la porte d'entrée cette fois-ci. Benny s'est approché du porche et a commencé à défoncer la rambarde. D'abord un poteau, puis un autre. Mon père s'est juste tenu en arrière et l'a laissé travailler comme s'il pensait que c'était une sorte de protestation. Ma mère a détourné le regard comme si elle ne le voyait pas, ça ne comptait pas. Puis le pied de biche a traversé la fenêtre de devant. Je me suis baissé alors que des éclats de verre pleuvaient sur le sol. Mes oreilles bourdonnaient. Je n'ai pas crié. J'ai juste continué à filmer. J'ai appelé la police de nouveau. Sans hésitation. Je leur ai donné mon nom et mon adresse comme si je l'avais fait une centaine de fois auparavant. Peut-être que je l'avais fait. Au moment où la première voiture de patrouille est arrivée, Benny avait atteint le porche et tirait sur la nouvelle serrure comme s'il pouvait arracher toute la porte de ses gonds. Mon père a crié quelque chose à propos de « Aucun de mes fils ne va me chasser de ma maison ». 2 autres voitures de patrouille ont suivi, gyrophares clignotant. Benny a couru. Il a vraiment couru, a sauté la clôture du voisin et a essayé de disparaître dans la cour arrière. Il n'a pas fait 5 pas avant qu'un agent ne le plaque face contre terre dans un tas de feuilles. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise sur le trottoir avec les bras croisés. Cette fois-ci, mon père a été menotté aussi, résistance aux forces de l'ordre, méfait intentionnel, intrusion. Pareil pour Benny. L'agent qui a pris ma déposition ne m'a même pas demandé si je voulais porter plainte. Elle a dit, nous le ferons de toute façon. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a surpris.
Pendant que je faisais ma déposition, j'ai entendu une voix derrière moi, douce mais ferme. C'était ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis presque 5 ans. Elle vivait à l'autre bout du pays et nous n'avions parlé qu'à nos anniversaires au cours de la dernière décennie. D'une manière ou d'une autre, elle était au courant. Elle a demandé si nous pouvions entrer et parler. Je l'ai laissée entrer. Elle a traversé lentement la maison, regardant les dégâts, la fenêtre brisée, les éclats de verre sur le sol, les boîtes que je n'avais même pas ouvertes. Elle s'est assise sur une chaise en plastique et a sorti un dossier de son sac. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines de lettres, toutes de mon père. Des lettres qu'il lui avait écrites dans sa vingtaine, demandant de l'argent, blâmant les autres, parlant de stratagèmes pour culpabiliser les gens et les amener à l'aider. L'une d'elles disait même, « Luc me devra quelque chose un jour. » Je l'élève, alors je m'attends à quelque chose en retour. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Je les ai juste lus. Puis elle a dit, « Tu fais ce qu'il faut, mais ce n'est pas fini. Ils vont essayer autre chose. » J'ai hoché la tête. Elle m'a laissé le dossier. Et avec ça, tout a changé. Je ne faisais plus que réagir. Je planifiais. Plus tard dans la soirée, j'ai scanné chaque lettre, je les ai téléchargées sur un disque privé et j'en ai envoyé quelques-unes à Jason. Jason n'a pas répondu. Il les a juste publiées. Capture d'écran, extrait, tout publiquement. Les groupes de discussion familiaux ont explosé. Des gens qui avaient l'habitude de se ranger du côté de mon père partageaient maintenant des souvenirs de s'être fait arnaquer, manipuler, mentir. Mon oncle, son propre frère, a commenté. Enfin, quelqu'un dénonce ces conneries. Mais mes parents n'ont pas disparu. Ils ont intensifié les choses, et j'étais prêt. Après l'arrestation, après le rapport de police, après que Benny, l'idiot maniant une batte, ait essayé de démolir mon Porsche d'entrée, les choses se sont calmées. Pas paisible, juste calme. Le genre de calme qu'on a avant qu'une tempête ne se calme. Quand l'air est encore épais et que vous savez que quelque chose d'autre arrive, mais personne ne veut être le premier à bouger. Les accusations sont maintenues. Vandalisme, intrusion, destruction de biens. Mon père a engagé un avocat minable qui a essayé de plaider le stress et les difficultés financières, mais le juge n'y a pas cru. Ils n'ont pas écopé de prison, mais ils ont été frappés d'amende, de travaux d'intérêt général et d'une ordonnance restrictive qu'ils doivent maintenant respecter. Légalement, ils ne pouvaient plus approcher la propriété ou moi. C'est là que la vraie souffrance a commencé. Ils ont dû quitter la maison définitivement. Et comme ils avaient déjà brûlé tous les ponts, aucun membre de la famille élargie ne leur a offert un endroit où rester. Même ceux qui les avaient défendus des semaines auparavant étaient soudainement hors de la ville ou en train de rénover la chambre d'amis. Ils ont fini dans un motel miteux à la périphérie de la ville. Jason est passé en voiture un soir et m'a envoyé une photo, peinture écaillée, un distributeur automatique cassé devant, une antenne de télévision tordue sur le toit, comme si l'endroit n'avait pas été rénové depuis 1992. Mes parents ne m'ont pas appelé, mais ils ont commencé à appeler d'autres personnes. Ils ont appelé mon ex. Ils ont appelé mes vieux amis du lycée. Ils ont appelé l'un de mes anciens patrons. Je leur ai dit que je les avais ruinés, essayant de transformer ça en une chute tragique où ils n'étaient que des parents incompris et j'étais le fils cupide et sans cœur qui avait oublié d'où il venait. Le truc, c'est que personne n'y croyait plus. Jason avait tout posté. Pas seulement les lettres, mais des captures d'écran des emails où mon père me demandait de l'aide d'urgence qu'il a ensuite utilisée pour une Harley d'occasion qu'il a crashée une semaine plus tard. Ma mère avait envoyé des SMS me suppliant de lui donner de l'argent pour faire les courses alors qu'elle passait ses après-midi au salon de coiffure. Les gens voyaient tout maintenant. Les mensonges avaient des couches, alors j'ai décidé d'y mettre fin. Je suis allé à la banque et j'ai officiellement gelé le compte joint que j'avais laissé ouvert pour les urgences il y a des années. Ils avaient siphonné les derniers fonds depuis que tout ça avait commencé. Je l'avais laissé ouvert surtout par culpabilité, mais plus maintenant. J'ai débranché l'ancien forfait téléphonique qu'ils utilisaient encore à mon nom. Pareil pour l'assurance auto que j'avais co-signée quand ils ne pouvaient pas l'obtenir seuls. Disparu. En quelques heures, tout ce qui leur restait et qui était encore lié à moi avait disparu. Jason m'a appelé cette nuit-là. Il a dit qu'il avait vu mon père marcher. Pas de voiture, pas de vélo, juste marcher le long d'un long tronçon de route près du motel, avec l'air de ne pas savoir où aller. Il a dit qu'il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air vide. Et puis est venue la lettre, manuscrite,
livré par un ami de la famille commun qui croyait encore à la guérison. L'écriture de ma mère, longue de plusieurs pages. Elle a dit qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle a blâmé mon père, puis le stress, puis bien sûr, elle m'a blâmé moi. Elle a dit qu'elle espérait que je reviendrais à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Elle a terminé par « Les familles ne survivent pas à des guerres comme celle-ci, Luc. » Elle avait raison. Elles ne le font pas. Et j'étais enfin d'accord avec ça. En mai, il ne leur restait plus rien à quoi s'accrocher. Leur nom avait été retiré de l'acte de propriété. L'injonction avait été prolongée. Le tribunal a tout statué en ma faveur sans même un haussement de sourcils. Il ne s'était même pas présenté à l'audience finale. J'étais assis seul avec mon avocat pendant que le juge passait en revue les papiers comme si c'était une formalité. Et c'était le cas. Ils n'ont jamais eu une chance. Pas légalement, pas moralement, pas après ce qu'ils ont fait. Après, je suis allé directement à la maison, j'ai fait le tour du périmètre, j'ai touché les nouvelles serrures, la rambarde de Porsche propre, le verre frais dans la fenêtre de devant. Il y avait encore des éraflures profondes dans le sol là où le pied de biche avait atterri. J'ai pensé à les réparer, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Qu'elle reste. Que les dommages parlent. C'était fini, mais le dénouement ne s'était pas arrêté. Les derniers potins sont arrivés lentement. Jason était toujours aux aguets, et les gens chuchotaient encore quand ils pensaient que personne n'écoutait. Qu'ils avaient été expulsés du motel après que mon père ait jeté une télécommande sur un réceptionniste. Qu'ils avaient passé une semaine à squatter le canapé entre deux gars qui dirigeaient une entreprise de nettoyage de piscine et vendaient des cartouches de vape à l'arrière d'une camionnette. Que ma mère avait essayé de faire culpabiliser une banque alimentaire pour qu'elle lui donne des sacs supplémentaires en leur disant que son fils l'avait coupé après des années d'abus. Elle n'a pas dit qui abusait de qui. Ils ont finalement atteint la lisière de la ville suivante. Des appartements à faible revenu près d'un viaduc d'autoroute, le genre qui a toujours des stores cassés et des mégots de cigarettes dans les parterres de fleurs. Ils ne pouvaient pas se qualifier pour un bail seul, alors ils ont emménagé avec un vieil ami de beuverie de mon père qui percevait une allocation d'invalidité et organisait un jeu de poker illégal dans sa cuisine. Jason est passé en voiture devant l'endroit et a dit que ça ressemblait à une maison de transition que personne n'avait à moitié terminée. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai rien posté, mais j'ai gardé chaque photo, chaque message vocal, chaque SMS. J'ai fait un dossier, imprimé des lettres, des reçus, des relevés bancaires, des copies de ces messages à des gens dans mon dos. Il était assis dans un tiroir de mon bureau étiqueté, au cas où ils essaieraient de nouveau. Ils ne l'ont pas fait. Les proches ont cessé de les mentionner. Ma tante Hélène a envoyé un dernier message quelques semaines plus tard. Juste des excuses vagues en 2 phrases et quelque chose à propos de Dieu guérissant les blessures. Je n'ai jamais répondu. Jason non plus. Personne ne l'a fait. Et puis c'est comme s'ils avaient disparu. Mon père, autrefois le type le plus bruyant à chaque barbecue, n'était plus qu'une rumeur que les gens baissaient la voix pour mentionner. Ma mère, qui insistait pour que nous prenions 10 photos avant le dessert pour qu'elle puisse les poster avec le hashtag béni, n'avait même plus de compte Facebook actif. Ils ont été supprimés, pas par moi, mais par leur propre choix. Chaque pont qu'ils ont incendié a brûlé jusqu'au lit de la rivière. Il ne restait même plus de fumée. J'ai terminé les rénovations en silence, j'ai peint les murs d'une couleur différente, j'ai remplacé la porte d'entrée, j'ai donné les vieux meubles. Il y a eu un moment, calme, bref, où j'ai pensé à inviter des gens, peut-être à organiser quelque chose, mais j'ai laissé passer. Ce n'était pas un endroit pour les rassemblements. Pas encore, peut-être jamais. Cette maison était leur trophée, leur levier, leur rappel d'où je venais et de ce que je leur devais soi-disant. Maintenant, c'était la mienne. Pas comme un cadeau, comme une victoire. Je n'étais pas fier de la tournure qu'avaient pris les choses, mais je ne le regrettais pas non plus. Ils ont choisi le jeu. Je n'ai fait que mieux y jouer. Et quelque part là-bas, mes parents étaient assis dans l'appartement de quelqu'un d'autre, probablement en train de raconter une nouvelle version de l'histoire. Une où ils étaient les victimes, où leur fils les avait trahis, où ils n'avaient jamais eu ce qu'ils méritaient. Mais ils l'ont eu. Ils l'ont absolument eu. Mise à jour 1. Pendant des mois, la maison a été calme d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas de coups, pas de cris, pas de culpabilité tissée dans chaque mur. Juste le silence et l'espace. J'ai acheté un sommier à lattes, accroché des rideaux, laissé entrer la lumière du soleil. J'ai même planté 2 arbres dans la cour arrière.
Une histoire de planter des racines, je suppose. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant un certain temps. Pas d'observation, pas de drame, pas de nouvelles de la famille élargie. Ils étaient devenus des fantômes, et ça me convenait parfaitement. Puis, un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé passer à la messagerie vocale, m'attendant à moitié à un escroc ou à un mauvais numéro, mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai écouté. C'était la voix de mon père. Elle sonnait différemment, pas en colère, pas fière, juste plate. Il a dit qu'il appelait d'un téléphone emprunté, qu'ils avaient été expulsés de nouveau, que son ami les avait expulsés après que ma mère ait accusé la petite amie du type d'avoir volé son sac à main. Ils avaient vécu dans une voiture pendant 2 semaines, dormant sur des parkings, mangeant de la restauration rapide une fois par jour, se la partageant. Il m'a demandé si je pouvais le rencontrer. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas mentionné la maison ou le passé ou ce qu'ils ont fait. Juste, j'ai pensé essayer une dernière fois. Je ne l'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, j'ai croisé Jason à l'épicerie. Il m'a dit qu'ils avaient essayé de se présenter de nouveau à l'église locale, cette fois-ci en prétendant qu'ils étaient nouveaux dans la région et qu'ils avaient connu des moments difficiles. L'un des bénévoles les a reconnus et l'a dit au pasteur. On leur a demandé de partir. Puis est venue la lettre, pas manuscrite, dactylographiée. Cette fois-ci, elle venait de ma mère, formulée avec soin, froide, comme un document juridique déguisé en appel personnel. Elle demandait l'accès au compte courant joint que j'avais déjà clôturé. Elle a dit qu'il était injuste que je les ai volés de leur stabilité. Elle a dit qu'ils étaient prêts à explorer des options légales si je ne me conformais pas aux options légales. Je ne me suis même pas mis en colère. Je l'ai juste scanné, classé dans le même tiroir que tout le reste, et je suis passé à autre chose. Plus tard cette semaine-là, Jason m'a envoyé une capture d'écran d'un groupe Facebook de la ville. Quelqu'un avait posté une photo floue de mon père devant une station-service de nouveau. Cette fois-ci, il tenait une pancarte. Pas même en train de mendier. Elle disait juste « Recherche aide ». Problèmes familiaux. Pas de nom, pas de contexte, juste les restes de fierté essayant de susciter la sympathie. Quelques commentaires étaient sympathiques. La plupart ne l'étaient pas. Je les ai lus une fois et j'ai fermé l'application. Je n'avais rien gagné, mais j'avais survécu. Et maintenant je vivais. Ils ne l'étaient pas. Et c'était la mise à jour. Pas de rebondissement, pas de coup final. Juste un effondrement lent et silencieux de gens qui pensaient être trop intelligents pour tomber.